Hvala Jezus in Marija, drage gledalke in gledalci televizije Exodus. Pred 2 mesecema so ponovno odprli katedralo Notre Dame. Na to otvoritev so prišli svetovni voditelji iz vsega sveta. Naš papež Frančišek se dogodka sicer ni udeležil, vendar je bil teden dni kasneje v Franciji na Korziki. Nisem želel te oddaje pripraviti takoj po otvoritvi, saj sem si vzel čas za raziskovanje in celovito razumevanje dogajanja brez vpliva čustev. Zato sem v oddajo povabil gospoda Bertrand Scholler, diplomanta prestižne pariške inženirske šole Le Mines, diplomanta École du Pétrole ter diplomanta IUP de Paris. Je strateški svetovalec, ki je delal v različnih svetovalnih podjetjih. Poleg tega pa tudi šahist in igralec igre Go. Je katolik in velik spoznavalec umetnosti. Bil je tudi odgovoren direktor gradbenih na stadionih v Južni Afriki ob svetovnem dnevu v nogometu. Je iskren človek z odprtim srcem. Letos pa je sprehodil Jakobovo pot. Vse to moram omeniti, ker želim, da razumete, da je ta gospod sad najboljših francoskih šol in da vse, kar nam bo povedal, temelji na dejstvih, ne na izmišljotinah. Razumeli boste, zakaj Notre Dame ni le symbol, temveč ogledalo naše družbe. Bonjour, monsieur Bertrand Scholler. Bonjour Cyril. Alors, je suis vraiment ravi que vous êtes avec nous. Pour commencer cette émission, nous allons parler tout de suite sur l'identité et le symbolisme de Notre-Dame. Alors, pouvez-vous, en quoi Notre-Dame représente-t-elle un symbole fondamental de l'identité culturelle, historique et spirituelle, tant pour la France que pour l'Europe, dans une société surtout qui est maintenant en pleine mutation? Alors, peut-être l'importance de Notre-Dame vient en grande partie de l'importance de la ville de Paris. Donc, depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle pour simplifier, Paris est un peu une ville qui rayonne dans le monde entier pour sa culture, pour sa chrétienté, pour son intérêt pour les peuples, une économie ouverte, une ville qui a été toujours festive, accueillante. En fait, Paris, c'est une ville qui fait rêver les gens. C'est pas une grande ville quand on la compare aux plus grandes capitales du monde, mais quand on interroge pratiquement aux 4 coins du monde les gens en leur disant où est-ce que vous voulez aller pour vous marier, où est-ce que vous rêveriez d'aller pour passer vos vacances, où est-ce que vous avez envie de faire une conférence professionnelle, où Paris arrive toujours dans les 3 ou 5 villes les plus citées. Alors évidemment, c'est quelque chose qui change depuis quelques années, mais ça a toujours été le cas. Et Notre-Dame, elle est le centre de Paris, le centre un peu de cette capitale du savoir-vivre, du savoir-être du monde, qu'a été et qui est encore un peu aujourd'hui la ville de Paris. Donc qui est une ville organisée encore une fois autour de Notre-Dame, autour du Louvre, les Champs-Élysées, la Seine, évidemment, qui est importante. Et surtout, Notre-Dame, elle est au cœur d'un immense réseau de cathédrales françaises qui n'ont pas de comparaison dans le monde. C'est-à-dire en Espagne, en Italie ou ailleurs, il y a beaucoup de belles églises, de belles cathédrales, mais la France a quelque chose de très particulier dans ce domaine. Et Paris, véritablement, est spécial. Et d'ailleurs, c'est un des 2 ou 3 monuments les plus visités au monde, la cathédrale Notre-Dame. Ce qui montre son intérêt, et elle attire aussi bien des gens qui sont chrétiens, catholiques, que des gens de toute confession. Parce que c'est une cathédrale, en plus, qui a été une héroïne de roman, une héroïne de spectacle, et qu'elle est très couramment représentée dans tout ce qui concerne la ville de Paris. Donc, le jour où la cathédrale de Paris a brûlé, ça a intéressé le monde entier. Et de la même manière,
que le jour où Notre-Dame a été réouverte, ça a intéressé le monde entier. Et c'est, j'imagine, une grande partie de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui, parce que tout ça est particulièrement inquiétant. D'une part, la manière avec laquelle cet incendie a eu lieu et finalement l'absence d'enquête sérieuse pour déterminer les causes de l'incendie et les circonstances de la réouverture de Notre-Dame de Paris, les mots utilisés, les changements effectués et la dynamique de changement à laquelle aspire manifestement le couple Macron, puisque c'est eux qui manifestement tirent les ficelles. Il faut savoir que depuis la Révolution française, en 1789, la cathédrale Notre-Dame de Paris appartient à l'État français. Donc c'est pas quelque chose qui appartient à l'Église, c'est pas quelque chose donc qui est sous la responsabilité de l'Église. L'acteur qui a le dernier mot concernant Notre-Dame de Paris, c'est l'État français. Et ça a un impact considérable sur ce qui peut se passer dans cette cathédrale, l'évolution de la décoration et beaucoup de choses. J'imagine qu'on évoquera le sol en damier qui a été changé justement à cette époque-là, à l'époque de la Révolution, et l'importance véritablement eschatologique de ce lieu pour la chrétienté dans le monde entier. Alors, nous allons tout de suite un petit peu approfondir cette période de la Révolution française, si vous me permettez. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cathédrale à l'époque de 1789 ? Bien, à l'époque de 1789, les révolutionnaires étaient anticléricaux, donc anti-laïques, mais il y avait eu un certain nombre de rénovations qui avaient été faites dans Notre-Dame et qui finalement ne perturbaient pas tant que ça les révolutionnaires. Et j'évoquais tout à l'heure ce sol en damier, un certain nombre de choses qui avaient été faites et qui semblaient finalement compatibles avec le nouvel esprit des personnes qui étaient au pouvoir et donc qui succédaient au roi Louis XVI. Et donc la cathédrale n'a pas été détruite, elle n'a pas été abîmée, mais c'était plus un lieu qui était au cœur du culte catholique en France. En fait, c'est un lieu qui a... alors, je suis pas un expert en histoire, je vais pas réviser, entre guillemets, ça, mais de façon simple, les révolutionnaires sont des gens qui ont décapité Louis XVI, qui ont décapité Marie-Antoinette, et donc ce ne sont pas des gens qui sont du tout sur le chemin des évangiles, sur le chemin du Christ. Au contraire, ce sont des gens qui étaient véritablement sur l'idée qu'une poignée de personnes allaient réussir à trouver une voie très loin de la foi chrétienne, de la foi catholique, qui était, puisque la France était la fille aînée de l'Église catholique de Rome, et ces gens-là ont décidé qu'en fait, non, la France devenait autre chose, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, on a une dérive du pays qui nous a conduits vers la laïcité. Et aujourd'hui, la France est un des leaders du wokisme, LGBTQ+, etc. C'est-à-dire que cette révolution a fait quelque part de la France l'ennemi de l'Église catholique. Évidemment, ça a pris du temps, puisque la religion catholique était extrêmement importante, extrêmement établie en France, mais finalement, ce que j'appelle régulièrement dans mes présentations, dans mes articles, les adorateurs du diable ont tout le temps devant eux, puisqu'ils sont dans une eschatologie diabolique qui suit son agenda, et la France est au cœur de cet agenda. Et Notre-Dame de Paris est au cœur de l'agenda de cette eschatologie extraordinairement négative, et que tout le monde est en train de voir sous ses yeux.
Et c'est intéressant que cet entretien on l'ait alors que Donald Trump vient d'être élu et qu'il essaye avec énormément d'énergie et des équipes très courageuses, et bien d'inverser complètement cette tendance. Donc on est en train de parler à un moment où peut-être pour la première fois ailleurs qu'en Russie, on observe une renaissance d'un certain nombre de valeurs qui étaient en train d'être assassinées sous nos yeux. Alors, à l'époque de la Révolution française également, ils ont arrêté de faire les saintes messes dans la cathédrale. Et il y a eu également le culte de l'être suprême. Alors, juste peut-être un point qui est important, c'est que, et j'évoquais en parlant du sol en damier, c'est qu'en fait, ce qui a plu aux leaders, entre guillemets, de la Révolution française, c'est que, quelque part, Notre-Dame était devenue l'écrin d'un temple d'un nouveau type. Et vous venez d'expliquer de l'être suprême. Mais en réalité, pour ceux qui connaissent un peu l'iconographie et les codes des francs-maçons, ce sol en damier, c'est véritablement le sol des temples maçonniques. Et on voit, peut-être on pourra rentrer un peu plus dans le détail, que ce qu'ont fait les époux Macron par le choix de celui qui a fait l'autel, de celui qui a fait un certain nombre d'éléments de décoration, mais également les peintures, la réfection de la charpente, beaucoup de choses. On peut se demander si l'incendie n'a pas été l'occasion ou provoqué pour créer l'occasion de réinventer à nouveau Notre-Dame comme un temple, et peut-être même le fameux troisième temple qui est annoncé par beaucoup de monde comme nécessaire à l'arrivée de l'Antéchrist et à l'Apocalypse. Alors, vous critiquez souvent les récits simplifiés diffusés par les médias. Comment estimez-vous que le récit officiel, notamment autour de l'incendie du 15 avril 2019 et de la réouverture, il y a 2 mois, influence notre perception collective du monument? Alors, déjà, la première chose qui est très importante, dans la présentation que vous avez faite de moi, vous avez évoqué que j'ai passé un certain nombre d'années à haut niveau dans le domaine des stades. Donc un stade, c'est quoi? C'est un lieu qui accueille du public. Et qu'est-ce que c'est Notre-Dame? C'est un lieu qui accueille du public. Et les lieux qui accueillent du public en grand nombre, en particulier Notre-Dame de Paris, sont des lieux qui ont des systèmes de sécurité, et en particulier des systèmes de sécurité incendie, qui sont véritablement à la pointe au niveau mondial. D'une part parce qu'on se doit d'être une référence. Vous imaginez un incendie à Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose de considérable. Et donc, au moment de cet incendie, qu'est-ce qu'on découvre? Pour les gens qui ne suivent pas au quotidien l'actualité de Notre-Dame, on découvre lors d'une interview sur la chaîne LCI du directeur, de l'architecte en charge de Notre-Dame, et qui décrit le projet qui a été fini quelques années auparavant de la mise aux normes incendie de Notre-Dame de Paris. Et donc ça veut dire une mise aux normes technique, mais aussi une mise aux normes en termes de process, avec le nombre de personnes qui sont impliquées et tous les systèmes de détection d'incendie, etc., pour la protection incendie de Notre-Dame. Et ce monsieur qui s'appelle Mouton explique qu'en fait, il ne peut absolument pas comprendre comment l'incendie a pu avoir lieu à Notre-Dame, mais si tant est on puisse trouver une explication pour un mégot ou pour quelque chose, comment il a pu se propager de la sorte et à cette vitesse. Et il glisse dans l'interview
que du bois qui a plus de 800 ans d'âge ne brûle pas comme des fétus de paille. Or, tout le monde a vu à la télé qu'on a l'impression que ça brûle comme un fétu de paille. Et je rappelle quand même que tout ça se passe au mois d'avril. Donc, c'est une période où il fait frais à Paris. On est au bord de la Seine. C'est particulièrement humide. Et donc, cet incendie paraît improbable. Les sections de bois de Notre-Dame, elles font plus de 40 cm de section. C'est-à-dire que même si vous prenez un chalumeau, qu'avec ce chalumeau vous visez une poutre pareille, vous n'avez aucune chance de déclencher un incendie sur cette poutre. Ensuite, vous prenez n'importe quelle image où vous visitez ce qu'on appelle la forêt de Notre-Dame, vous allez voir que les poutres sont espacées les unes les autres. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de poussière. Dans les toits de Notre-Dame, c'était extraordinairement contrôlé justement pour éviter les incendies. Il n'y a que des grosses poutres. Et donc quelqu'un qui fait un jour un feu de bois, sait qu'un feu de bois, on ne peut pas démarrer un feu de bois avec des grosses poutres. Et si on a dans son foyer des très grosses poutres vieilles de centaines d'années, même de 200 ou 300 ans, donc a fortiori de 800 ans, ce sont des poutres qui sont tellement sèches qu'elles ne peuvent quasiment pas brûler. Le bois brûle mieux quand il y a de l'humidité. Je ne vais pas expliquer la réaction thermodynamique, mais il faut qu'il y ait de l'humidité dans le bois pour qu'il brûle bien. Parce qu'en fait, c'est l'eau, en fait, l'humidité dans le bois qui va être chauffée par le foyer et qui va accélérer, entre guillemets, la combustion du bois. Donc, si le bois est trop humide, c'est pas très bien. Si il est trop sec, c'est encore moins bien. Et donc, c'est entre les deux. Et on sait bien, les gens qui connaissent le bois fossilisé, c'est de la pierre. Évidemment, la pierre, ça ne brûle pas du tout. Donc là, on était avec un bois plus proche du bois de pierre que, en plus, le bois qu'on a dans un foyer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'incendie de Notre-Dame, d'une certaine manière, il rappelle les circonstances, alors excusez-moi la comparaison, mais du suicide d'Epstein en prison. C'est-à-dire, bizarrement, plein de problèmes techniques, les systèmes d'alarme qui ne fonctionnent pas, qui indiquent le mauvais endroit, etc. Les personnes qui sont là habituellement, qui ne sont pas là, la personne qui est là, qui est jeune et qui n'est pas très au fait des signaux et de la signalétique, ce qui fait qu'en fait, il y a bien une alerte qui se met en place, mais il lui faut une demi-heure pour réaliser que c'est là-bas, à un moment où tout Paris sait qu'il y a un incendie du toit de Notre-Dame. Tout ça, c'est complètement surréaliste. On est dans un lieu qui accueille du public, qui est en plus en train d'avoir une rénovation. Donc il y a un certain nombre de statues qui avaient été enlevées, des échafaudages. Donc c'est une période dans laquelle on doit redoubler d'après tous les process mis en place à Notre-Dame. Redoubler d'attention. Ça s'est passé pendant la Sainte Messe en plus. Oui, c'est ça, il y avait plein de monde. Exactement. Donc tout ça, si vous voulez, n'a aucun sens. Donc vous avez peut-être le monument le plus connu au monde. Enfin, Notre-Dame est plus connue que les tours jumelles. Et cet incendie, il est télévisé dans le monde entier, en fait. C'est-à-dire que les gens dans le monde entier vont voir en direct cet incendie se propager, la flèche tomber et également un certain nombre de miracles arriver. Parce que l'incendie, tel qu'il s'est propagé, ne laissait quasiment aucune chance à Notre-Dame. En tout cas, aux vitraux de Notre-Dame et à une bien plus grande partie de Notre-Dame. Et qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé qu'aucun vitraux n'a subi de dommages, que la plupart des reliques de Notre-Dame ont pu être sauvegardées, y compris le coq au sommet de Notre-Dame, et c'est très important. Et effectivement, la flèche est tombée.
Alors il faut savoir que la flèche est une flèche qui avait été refaite euh, par... oh, j'ai un trou de mémoire. Euh, par le Au duc. XVIIIe Non, siècle. Voilà, Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, Et voilà. d'ailleurs, oui, c'est Viollet-le-Duc, mais qui avait changé pas mal de choses. Mais Viollet-le-Duc était quelqu'un qui vivait à une époque où euh, on avait encore la connaissance de beaucoup de secrets. Euh, ils avaient continué à se transmettre parce que c'était une époque dans laquelle la religion, d'abord la religion catholique était extrêmement puissante. C'est une époque où on parle de véritablement renaissance, à l'époque de Viollet-le-Duc, hein, de, de la religion catholique. On voit d'ailleurs qu'en même temps que Viollet-le-Duc a changé ça, il y a eu également le daimyo Sol, donc on voit bien qu'il y avait déjà une lutte d'influence entre différents types d'aspirations, puisque évidemment la Alors, révolution, elle n'est pas arrivée comme ça. excusez-moi, j'ai entendu Oui, dire, maintenant, il paraîtrait que Viollet-le-Duc était également franc-maçon. oui, mais la franc-maçonnerie, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, au début, c'était véritablement les bâtisseurs de cathédrales. Donc c'était des gens qui construisaient des grands monuments et donc c'était véritablement, et c'est symbolisé par l'équerre, le compas, le fil d'arpenteur, etc. C'était ça à l'origine. Et ça, on pourrait caractériser ça comme une franc-maçonnerie noble. C'était des savoir-faire secrets des bâtisseurs. Et la franc-maçonnerie, petit à petit, a été complètement infiltrée par ce qu'on pourrait appeler une franc-maçonnerie vulgaire et qui n'a rien à voir avec bâtir des monuments magnifiques en l'honneur de Dieu, du Christ, de Marie et de très nombreux autres saints, puisqu'il n'y a qu'à regarder le nom des cathédrales en France et partout dans le monde pour comprendre. Donc les francs-maçons, c'est un peu comme euh, ce que seraient aujourd'hui les meilleurs ouvriers de France, en fait. C'était ce que les personnes qui connaissaient le mieux, entre guillemets, un certain nombre de secrets. Tout ça a été complètement euh, pris en main par un nouveau type de franc-maçonnerie, mais qui est surtout là, en fait, pour prendre le contrôle des sociétés civiles. C'est-à-dire, mon interprétation de ce qu'est la franc-maçonnerie, c'est que ce sont des groupes dont la création de la franc-maçonnerie telle qu'elle existe aujourd'hui a vocation à corrompre et compromettre toutes les personnes qui ont une importance dans les sociétés civiles et auraient pu faire partie d'une résistance contre ce mouvement en fait qui nous amène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec une société complètement en perte de repères, avec tout ce qui est le transgenre, le wokisme, la corruption, enfin toutes les interrogations qu'on a. C'est quand même, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'en Slovénie, mais qu'on puisse se poser des questions sur l'identité de genre au sein du couple présidentiel français en 2025, c'est surréaliste. Ça montre la perte de confiance dans la société, ça montre la perte de repères et peut-être même ça montre l'étendue des mensonges. De même que, en fait, le mensonge, puisque c'était un peu le début de votre question, le mensonge sur cet incendie de Notre-Dame qui est présenté comme, et c'est ça qui est horrible, comme un acte de Dieu. C'est-à-dire que la conclusion de l'enquête, qui dit qu'il n'y a pas de coupable, implique que le coupable, c'est Dieu. Puisqu'un événement sans coupable, on appelle ça dans le domaine de l'assurance ou ailleurs, un acte de Dieu. Et donc, ce que fait de façon vraiment extrêmement malicieuse
le président français en expliquant qu'il n'y a pas de coupable, c'est d'accuser Dieu d'avoir brûlé Notre-Dame. Et il se place dans la peau de celui qui sauve Notre-Dame. Donc il sauve un acte commis par Dieu en étant celui qui va réinventer Notre-Dame, qui va rebâtir Notre-Dame, qui va... en fait, tous les mots incroyables qui ont été inventés. Et c'est pour ça que le sujet qu'on m'avait proposé m'a plu, parce que c'est un sujet extrêmement important. Évidemment, l'incendie de Notre-Dame n'est pas un acte de Dieu, c'est un acte qui relève de compétences extraordinaires. Maintenant, je voudrais juste dire, à titre anecdotique, que la rénovation de Notre-Dame, ça représente un budget de 850 millions. Donc je ne sais pas si les gens qui nous regardent réalisent que c'est 850 millions pour refaire un toit et rénover un bâtiment comme ça, mais ce sont des sommes absolument considérables. C'est considérable. Alors ça passe parce que les gens se disent, allez, c'est Notre-Dame, il n'y a rien de trop beau pour Notre-Dame, mais la plupart des gens voulaient offrir leur forêt pour qu'elle serve. Il y a beaucoup d'artisans et de gens qui étaient prêts à travailler gratuitement pour Notre-Dame. Comment est-ce qu'on arrive à ces sommes-là? Comment est-ce qu'on découvre qu'étonnamment, asseyez-vous bien, la société qui a été en charge des charpentes de Notre-Dame, de refaire le toit de Notre-Dame, le nom de cette société s'écrit D-E-S-M-O-N-T. Et ça se lit démon. Démon. Ensuite, le lieu où a été fabriqué le nouvel autel et un certain nombre d'éléments qui sont en bronze, alors que dans la liturgie, et surtout pour une cathédrale, l'autel ne peut être fait qu'en pierre ou en bois, et là il est en bronze. Le lieu où ça a été fait, c'est Dieu le fit. Et cet autel ne ressemble pas à un autel, il ne ressemble à aucun autre autel, il ressemble, et encore une fois, désolé, ça ressemble plus à un billot de boucherie qu'à quoi que ce soit. Et cet autel, il était donc au cœur du transept de l'église Notre-Dame, mais cette fois-ci, en fait, il est placé au sommet de 3 marches en pyramide. Donc, on a 3 marches en pyramide et un autel qui forme un peu comme une pyramide inversée et qui est en bronze. Et donc, on en vient à se demander comment l'Église catholique a pu accepter que la liturgie millénaire de ce qu'est un autel, et a fortiori un autel de cathédrale, sorte complètement de tous les codes. Un autel n'a pas à être en bronze. C'est comme ça. C'est du bois ou de la pierre. Allez visiter les cathédrales, vous verrez, et la pierre est un élément essentiel d'un autel. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît tous les codes qui sont ceux que semblent être parfaitement maîtrisés par les époux Macron et les personnes qui les accompagnent, comme on a pu l'observer pour la cérémonie des Jeux Olympiques, comme on a pu l'observer pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, comme on a pu l'observer pour la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron en 2017, mais comme on a pu l'observer pour la réouverture de Notre-Dame. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail, parce que je ne voudrais pas prendre tout le temps dans des divagations dans tous les sens. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est intéressé par... depuis 15 ans, je suis propriétaire d'une galerie d'art contemporain. Et j'ai exposé des artistes du monde entier, un peu dans le monde entier. Et donc, j'étais énormément aux États-Unis, en Russie, en Turquie, Angleterre, France, en Afrique, vraiment dans beaucoup de pays, et avec des artistes qui représentent beaucoup de pays, chinois, japonais, sud-africains, sénégalais, américains, français évidemment, enfin bref. Et donc, décoder des images, décoder des symboles, ça fait partie de mon métier.
Et en particulier, en France, je suis un petit peu connu, entre guillemets, pour avoir décodé ce qu'on appelle le portrait officiel du président Macron. Évidemment, on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais j'invite les personnes qui nous regardent à creuser cette question-là, et vous allez vous rendre compte que la France aujourd'hui a à sa tête ce que j'appelle un binôme qui est particulièrement étrange, et, et le sommet, entre guillemets, de cette étrangeté, c'est véritablement ce qui se passe autour de Notre-Dame. Et je pense que c'est clé. Cet incendie de Notre-Dame est un moment clé parce qu'il se passe également un jour où le président Macron était censé rendre compte de 100 jours qu'il avait passés à la rencontre des Français pour les écouter suite à la crise des Gilets jaunes, qui n'était pas encore éteinte. Et l'incendie de Notre-Dame, non seulement lui a évité d'avoir à dire ce qu'il avait entendu, parce qu'en réalité, il avait vraisemblablement pas envie de le dire, mais ça a complètement éteint le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il y a eu un mouvement de solidarité et d'inquiétude extrêmement important en France, puisque même, encore une fois, les gens de toutes les confessions ont vécu dans leur chair Notre-Dame. C'est beaucoup plus important que si la Joconde avait été abîmée ou quoi que ce soit. Notre-Dame, c'est un peu le monument des Français. Il faut bien se rappeler d'ailleurs que quand Notre-Dame a brûlé, les présidents du monde entier, américains, chinois, russes, etc., étaient particulièrement émus pour les Français, l'ont exprimé, comme si c'était des condoléances, étaient effrayés de la chute de la flèche, mais tellement heureux que finalement Notre-Dame ne se soit pas complètement effondrée, parce qu'on sait que ça aurait pu arriver. Et donc c'était un choc énorme en fait. Il y a comme un symbolisme, il y a comme un symbolisme là. Également, il y a je m'excuse, mais il y a comme un symbolisme parce que l'art gothique, bon, l'art de construire les cathédrales, la forme de la cathédrale Notre-Dame, c'est une croix. Et la flèche, elle se centre au niveau du cœur de la croix. En fait, c'est un peu comme la flèche qui a transpercé le cœur du Christ. Et quand la flèche elle est tombée, c'est vraiment comme si la flèche, vraiment, elle transperce la cathédrale. Le cœur, il y a un trou même dans la voûte en haut. On voit même après les photos de la cathédrale, comment est-ce que la cathédrale a été détruite. Et on voit vraiment le cœur complètement détruit, quoi. Alors au début des travaux, c'était un général qui avait pris les commandes. C'était, je crois, le général Georges Lain. Est-ce que vous pouvez me parler qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Georges Lain? Et bon, il est décédé. C'est un peu une histoire un peu bizarre, tout ça aussi. Alors, il y a beaucoup de choses bizarres concernant le général Georges Lain. Alors, d'une part, qui sont liées à la réputation qu'il pouvait avoir, et je ne vais pas rentrer dedans puisqu'il est mort. Donc, mais à croire les Russes, qui ont fait beaucoup de réflexions dans ce sens-là, mais à croire les faits et les circonstances de sa mort, c'est très étrange. Donc, pour commencer par les Russes prétendent qu'il est mort en Ukraine. Et donc, en tant que général, il faisait partie des officiers supérieurs que la France envoie, semble-t-il, régulièrement en Ukraine et en Roumanie pour aider les Ukrainiens dans leur stratégie contre les Russes. Donc, des généraux expérimentés qui ont été toute leur vie, entre guillemets, soumis à l'apprentissage et à l'exercice de l'art de la guerre, ont forcément des choses intéressantes à partager. Et là, on parle de quelqu'un qui était véritablement au sommet de la hiérarchie militaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il meurt dans des circonstances complètement abracadabrantesques. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu pour être un aventurier, un marcheur, aimer l'escalade, et il est censé être mort seul lors d'une escalade en montagne, voilà, dont manifestement ce type de mort, chute, etc., fait que
on doit expliquer à un certain nombre de proches que le corps n'est pas présentable, et ce qui ressemblerait un peu à la thèse précédente. Encore une fois, ça fait partie de toutes ces choses qui sont, sans doute, ça relève du secret d'État, en fait. Hein. Les personnes qui sont impliquées là-dedans, on leur impose le secret. Hein. Vous savez qu'en France, il y a 75 ans de secret d'État sur toutes les procédures de décision autour du Covid, par exemple. Donc on est un pays dans lequel on ne veut pas que les générations qui ont vécu un événement puissent jamais savoir quelle a été la vérité. Vous savez, si vous bloquez quelque chose pour 70 ans, toutes les personnes qui ont été conscientes de cet événement et qui se posent des questions ne verront jamais la publication des documents, si tant est qu'ils n'ont pas été détruits ou ouverts avant. On voit bien ce qui se passe, la difficulté aux États-Unis par rapport au dossier Kennedy, par rapport au 11 septembre, par rapport à tout ça. En fait, les gens commencent à comprendre qu'il y a des choses très étonnantes dans ce domaine, mais la lumière n'est pas faite. Et donc, pour la mort du général Gergolin, ce ne sera pas fait. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que c'était véritablement un catholique pratiquant. Donc, c'était quelqu'un qui était très fidèle au chef de l'État, qui avait beaucoup de proximité avec le chef de l'État, pour plein de raisons, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais les gens qui ont creusé un peu le dossier savent ce que je peux évoquer. En revanche, il était véritablement catholique, et donc il y a énormément de personnes qui se demandent si, en observant quelle était la nature d'un certain nombre de projets de cette fameuse réinvention de Notre-Dame, il n'avait pas à un moment décidé qu'il ne pouvait plus accepter ce qui était en train de se passer, ce qu'il observait, et voilà. Alors, ça, c'est une version. Vous savez, dans tous les complots, entre guillemets, il y a beaucoup de versions. Et il y a une autre version qui était celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle qui était privilégiée par les Russes. C'est qu'en fait, compte tenu de sa compétence et du fait qu'il était plus soldat d'active, qu'il aurait pu être utilisé sur le front en Ukraine. Donc il y a ces deux thèses. C'est pour ça que je les ai présentées de façon extrêmement éloignée. La thèse évoquée à maintes reprises par des gens de très haut niveau en Russie. Et quand je dis très haut niveau, c'est véritablement le premier cercle autour de Vladimir Poutine. Donc c'est pas des gens qui ont l'habitude de mentir ou de plaisanter. En général, ils s'expriment de façon extrêmement informée. Et il y a d'autres personnes qui, en revanche, pensent que il aurait pu être envoyé là-bas en sachant que les Russes savaient qu'il y aurait une réunion d'officiers supérieurs et que ça permettait de se débarrasser de lui. Donc, ce qui rend compatible, en fait, les deux théories. C'est-à-dire que un certain nombre de personnes en France auraient voulu se débarrasser de lui et ça se serait passé comme ça. Alors, encore une fois, moi, je n'ai aucune idée, je n'ai pas d'informations privilégiées, mais si vous voulez, je suis quelqu'un, quand les étoiles s'alignent d'une certaine manière, eh bien, ça permet de poser des questions. Alors, je sais qu'en France, aujourd'hui, on a de moins en moins le droit de se poser des questions. On a de moins en moins le droit de penser, de réfléchir. Mais j'essaie d'exercer ce droit. Et alors, ça ne me réussit pas forcément beaucoup, puisque j'ai fait de la garde à vue. Pour avoir exercé mon droit de poser des questions, pour avoir exercé mon droit de poser des questions qui étaient posées par d'autres et qui prenaient une ampleur mondiale. Mais je n'ai pas l'intention d'arrêter. Donc c'est pour ça que quand vous m'avez dit, voilà, on pourrait faire ça, parler de ça, est-ce qu'il y a des sujets qui vous dérangent? J'ai dit non, je n'ai même pas besoin de savoir véritablement les questions que vous posez, parce que je tiens à ce que les gens puissent comprendre et sentir que je vous réponds avec mon âme, avec mon cœur, comme toute personne catholique qui se respecte, puisque on accepte le mystère, on accepte l'inconnu, et le travail de la vie, c'est d'essayer de s'approcher d'une forme de vérité, dans l'amour, dans le pardon, la miséricorde, la confession aussi, hein, la capacité
de se tromper, de faire fausse route et de retourner sur le chemin de vie qui est plus digne et plus honorable. Donc moi, j'essaye d'agir comme ça. Alors, on va revenir un petit peu encore sur cet incendie. Donc, on a parlé un peu du symbolisme. Maintenant, comment vous voyez, il n'y a pas une espèce de dialectique entre le bien et le mal. En fait, dans tout ce qui se passe, la cathédrale n'est-elle pas un symbole également pour nous, en Slovénie, sur les projets, comme vous avez dit, mondialistes, wokistes et tout ça? Où est-ce que vous voyez en fait que le peuple européen est vraiment en danger par cette rénovation et par quel est ce Bah, symbolisme? la première chose qui est importante, c'est tout va être centré sur Macron, ce que je vais vous dire maintenant. Et quand je parle de Macron, je parle du binôme, c'est-à-dire de ces deux personnes qui sont d'une certaine manière inséparables. C'est Brigitte et Emmanuel. Et donc, petit 1, on a l'élection dans des circonstances abracadabrantesques de cet inconnu. C'est quelqu'un qui est inconnu. Sa femme est inconnue. Voilà, ils sont apparus comme ça. Il a créé un parti. Il est élu. François Fillon est trahi par tout le monde. Il est sacrifié par une justice qui décide d'aller très vite et de ne pas donner l'occasion aux Français de s'exprimer sur les questions qui sont posées par une élection présidentielle. Il a failli se passer la même chose aux États-Unis avec Donald Trump, mais qui a réussi, lui, à résister aux attaques, peut-être parce qu'il a été moins trahi que François Fillon. Et c'est intéressant, d'ailleurs, de regarder toutes les ramifications dans l'environnement des gens qui ont pu trahir François Fillon. Donc, il a été élu. Et lors de son premier mandat, ça a été crise sur crise, beaucoup de violence, beaucoup de changements, beaucoup de censure, beaucoup de choses qui ont été faites et qui auraient dû immédiatement inquiéter les Français et rendre totalement impossible, quel que soit l'adversaire, la réélection de ce binôme à la tête de l'État. Et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc Notre-Dame a brûlé. Et ce qu'on observe, c'est que sur tous les chantiers qui aujourd'hui sont combattus aux États-Unis par Donald Trump et sa nouvelle équipe, mais qui sont combattus depuis beaucoup plus longtemps par Vladimir Poutine en Russie, qui sont combattus par Xi Jinping en Chine depuis qu'il a viré, et le monde entier a vu comment il a viré Hu Jintao lors de sa deuxième élection à la tête du Parti communiste chinois. Hu Jintao, qui était un mondialiste, alors que Xi Jinping essaie de se recentrer sur la Chine. On ne va pas pouvoir faire un thème complet sur la Chine, mais peut-être dans un autre entretien, on pourra le faire. L'Afrique aussi est en train de se libérer de tout ça, mais Emmanuel Macron sur le wokisme, LGBTQ+, tout ce qui est climat, laïcité, entre guillemets, donc le fait d'essayer de bafouer le plus possible l'Église, et en particulier l'Église catholique, est à la pointe. Mais il a également été à la pointe, et ça c'est très important, contre la Russie. Donc il y a chez lui quelque chose de très particulier vis-à-vis de la Russie, et qui semble revenir très très loin en arrière, et parce que à peine arrivé au pouvoir, on a eu l'impression qu'il avait envie d'en découdre avec Vladimir Poutine, ou de prendre le contrôle quelque part de Vladimir Poutine, qu'il avait invité à Versailles. Mais on a vu qu'il avait essayé, soi-disant, d'aider à la paix pendant la période de février 2022. Puis en fait, on a découvert qu'il voulait uniquement gagner du temps pour préparer la guerre contre la Russie. Et d'ailleurs, depuis, il est complètement exclu de toute communication avec Vladimir Poutine et avec l'environnement de Vladimir Poutine. Et alors que la Russie et les États-Unis sont proches de réentamer des discussions pour essayer
d'éviter que cette guerre en Ukraine s'éternise, qui a déjà coûté des centaines de milliers de vies de chaque côté, eh bien, la France est fière d'annoncer que des Mirages ont été livrés avec des pilotes formés à l'Ukraine, c'est-à-dire une nouvelle étape dans l'escalade. On sait qu'il y avait déjà des F-16, puisqu'il y avait un pilote danois qui avait été tué en Ukraine. Et donc là, c'était un pilote danois de F-16. Alors, les gens expliquaient que c'était un instructeur, il était là un peu par hasard, est-ce qu'il était encore d'active ou pas. Enfin, de toute façon, quand ça se passe au niveau d'État, ils peuvent créer tous les mensonges qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent faire des faux papiers antidatés, etc. Enfin, qui pourra contester? Mais là, la France est fière de montrer qu'elle fait partie de l'escalade. Et ça a été pareil sur le dossier de Gaza. Puisque si vous reprenez l'historique, le 7 octobre, donc il y a l'attaque terroriste du Hamas. J'ai aucun problème pour dire terroriste, puisque c'est une attaque qui vise à capturer des civils. Et donc la définition est claire. Voilà. Après, qu'il y ait des bonnes raisons ou pas, c'est un autre débat. Eh bien, dès le 8, le président français est le premier signataire d'une lettre en tête de la Maison-Blanche, ce qui est très bizarre d'ailleurs, et qui cite en premier Macron comme vraiment le leader de cette folie qui a été de déclarer que l'État d'Israël, donc le régime de Netanyahou, avait le droit de se défendre et qu'un certain nombre de pays, donc France, États-Unis, Italie, Allemagne, Angleterre, s'engageaient à 100% aux côtés d'Israël pour se défendre. Et on voit à quoi ça aboutit, puisqu'on a pu observer véritablement un génocide de Gaza. Si on écoute les chiffres qui ont été annoncés récemment par Donald Trump, qui parlent d'1,7 million, 1,8 million personnes qui vivraient aujourd'hui à Gaza, sachant qu'avant le 7 octobre, selon les sources, c'était 2,4 millions ou 2,5 millions, ça sous-entend qu'en plus des morts et des disparus sous les bombes, il y a eu un excès de morts à Gaza à cause des maladies, à cause de la fatigue, à cause de la malnutrition, c'est la baisse de l'espérance de vie pour simplifier, qui atteindrait les 700 000 morts. Alors peut-être qu'il est allé très loin en annonçant ce chiffre, Donald Trump, mais beaucoup d'études sérieuses parlent de 400 000. Eh bien, la France, d'un bout à l'autre, a été un soutien très fort de Netanyahou, qui même alors qu'il était sous le coup d'une volonté, puis de la réalisation d'un mandat d'arrêt contre lui pour crime contre l'humanité, a eu les honneurs du journal le plus regardé en France sur TF1, puis une soirée complète en direct sur LCI pour expliquer les éléments de langage de sa campagne, et encore une fois, je le répète, génocidaire à l'attention des Palestiniens. Et ce n'était pas d'ailleurs qu'à Gaza, puisque la Cisjordanie a énormément souffert. On est assez loin de Notre-Dame, mais si vous regardez aujourd'hui, les gens voient les images de l'état dans lequel se trouve Gaza, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas imaginer que quelque chose comme ça soit possible. C'est-à-dire que quand on écoute les médecins, et je ne parle pas de médecins palestiniens, je ne parle pas de médecins politisés, etc., véritablement des médecins qui ont eu l'habitude d'aller sur des terrains de guerre, etc., qui sont allés en Afrique, qui sont allés lors d'éruptions volcaniques qui ont touché les populations civiles, qui sont allés sur des terrains de tremblement de terre, qui sont allés au Rwanda à l'époque de la guerre entre les Hutus et les Tutsis, etc., où il y a eu des millions de morts. Ils disent tous qu'en une semaine à Gaza, quand ils faisaient des périodes parfois d'une semaine ou 15 jours sur le terrain, puis ils reviennent pour se reposer, puis ils repartent, etc., ils voient la somme de tout ce qu'ils ont vu dans leur carrière entière en termes de destruction de l'humanité. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont amputés sans anesthésie, c'est des bébés qui sont... moi j'ai vu tellement d'images, c'est inimaginable.
Et la France n'a jamais, jamais joué le rôle qu'elle a toujours joué dans l'histoire, d'être un pays qui était un faiseur de paix. On se rappelle tous des positions qu'avait pu adopter par exemple quelqu'un comme Jacques Chirac ou d'autres. Et là, sous Macron, ça n'a absolument pas existé et c'est particulièrement triste. Alors, pardon, là je vous laisse parler de tout ça volontairement. Alors on pourrait croire que c'est un peu hors sujet, mais pas du tout. Parce qu'en fait, Notre-Dame, en fait, à l'époque des Gilets jaunes, comme on avait parlé à l'époque, en fait, le président Macron a failli démissionner. Le peuple français a failli prendre le pouvoir. Et il a utilisé Notre-Dame, en quelque sorte. Il a utilisé, donc ça s'était fait par intention ou inattention, ça je ne rentre pas dedans, mais par contre, ça a été utilisé politiquement pour éteindre le mouvement des Gilets jaunes et survivre politiquement. Et là également, lors de la réouverture de Notre-Dame, le pays la France est très instable, il y a des changements de gouvernement maintenant récurrents, et il utilise également Notre-Dame pour faire un discours dans Notre-Dame et se faire valoir devant la politique, la scène mondiale, et il montre une certaine force politique j'allais y arriver exactement. C'est bien de me remettre sur, puisque c'était le sens du raisonnement que j'allais avoir. Donc, on observe en fait ce président qui prend une forme de leadership. C'était ce que j'ai essayé de dire par rapport à ça, puisque d'une part, on voit que les présidents ou les premiers ministres ou les chanceliers dans les différents grands pays européens sont véritablement plus du tout du même niveau que ce qu'ils ont pu être par le passé. On regarde Scholz, on regarde Starmer en anglais. Ce sont des... par rapport à Berlusconi, Meloni, c'est pas du tout la même ampleur. Elle a peut-être beaucoup de qualités, moi je ne connais pas trop, mais on voit qu'on n'a pas des combattants comme pouvait être Angela Merkel, etc. Donc face à Macron, il est entre guillemets en terrain conquis au niveau de l'Union européenne. On a également quelqu'un comme von der Leyen, breton. En fait, les personnes au niveau de la Commission européenne qui ont l'air d'être complètement assujetties par son pouvoir intellectuel, par sa force de conviction très forte. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment des Jeux Olympiques? Puisqu'avant la réouverture de Notre-Dame, il y a les Jeux Olympiques. Et le monde entier voit, comme à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, le pays qui accueille les Jeux Olympiques est un peu au centre du monde. Et Macron a vraiment, alors que la France est un pays en crise, un pays qui souffre, a décidé de faire ces Jeux Olympiques qui sont, entre guillemets, les plus incroyables du monde. Donc ça a été des dépenses sans compter. On parle de plus d'1 milliard d'euros dépensés pour assainir la Seine. Donc si vous avez l'occasion de venir à Paris, vous allez vous rendre compte que la Seine est toujours aussi dégueulasse. Mais l'idée, c'était de faire nager les gens dans la Seine et de faire beaucoup d'images de ces Jeux Olympiques avec les monuments, etc., pour que les gens soient marqués par ce président qui avait fait des Jeux Olympiques aussi extraordinaires, aussi différents. Et donc, il a décidé de faire une campagne mondiale pour lui-même. Et Notre-Dame, en fait, c'est le sommet de cette campagne. Mais avant Notre-Dame, on a vu dans les grands sommets internationaux ou ses visites au Brésil, ses visites en Inde, il se met véritablement en scène comme étant le meilleur ami des présidents, leur confident, celui qui les influence, celui qui les prend dans les bras. En fait, c'était même un gag quand il était au Brésil, puisque les gens ont même évoqué un voyage de noces d'Emmanuel Macron et Lula. C'est-à-dire qu'il y avait des images, mais c'était presque risible en fait. C'est-à-dire qu'on les avait presque en train de gambader main dans la main en Amazonie. Enfin, et donc ce que j'essaie de dire pour les gens qui suivent ça de très loin, qui n'ont pas d'idée, ce qui est le cas
a priori de la plupart des personnes qui regarderont en Slovénie, c'est que Emmanuel Macron a un charme fou vis-à-vis des personnes qui rentrent à grande proximité de lui. C'est-à-dire qu'il a une capacité intellectuelle, une force de conviction qui charme, entre guillemets, les puissants de ce monde. Et il a essayé de le faire sans succès avec Vladimir Poutine, mais il était persuadé d'y parvenir. Il a essayé de le faire avec Donald Trump sans y parvenir. Il a essayé de le faire avec Xi Jinping sans y parvenir. Mais pour montrer à quel point c'est quelque chose qui est vraiment très fortement ancré en lui, d'avoir la certitude qu'il peut séduire tout le monde, c'est qu'au moment du sommet des BRICS en Afrique du Sud en 2023, eh bien, Emmanuel Macron avait voulu être invité par l'Afrique du Sud parce qu'en fait, il était persuadé qu'il réussirait à convaincre les membres des BRICS de prendre une autre direction que celle qu'ils avaient envie de prendre, c'est-à-dire de ne pas isoler la Russie, de ne pas isoler la Chine et de s'associer entre eux. Puisque, en fait, le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est, entre guillemets, et c'était encore plus visible à l'époque du président Biden, qui était une véritable momie, qu'il était finalement le président jeune, charismatique, leader du monde, le meilleur ami d'Obama, le meilleur ami de Klaus Schwab, celui qui brillait entre guillemets et qui prenait par la main le pape François, qui guidait Joe Biden au sommet du G7 au Japon, qui était à expliquer au Premier ministre anglais ou au chancelier allemand comment comprendre les choses. Enfin, si vous voulez, quand vous regardez le récit en images des dernières années, tout ça, ça ressemble à l'ascension de ce président vers les sommets du pouvoir mondial. C'est comme si il mettait en scène en fait sa prise de pouvoir vis-à-vis des autres présidents, donc en Union européenne et dans le monde. Et donc le sacre à Notre-Dame, et je suis désolé, on a mis beaucoup de temps pour y arriver, mais pour lui, il a vécu ça véritablement comme un sacre. Et il faut savoir que c'est un sacre qui s'est passé en 2 épisodes. Donc il y a eu un premier épisode qui a été un peu surprise, lors duquel Emmanuel Macron a pris la parole à l'intérieur de la cathédrale devant plus de 2000 personnes qui avaient été les compagnons qui ont travaillé à la rénovation de Notre-Dame. Et j'insiste bien, rénovation. C'est pas une reconstruction, c'est pas rebâtir, c'est pas quoi que ce soit, c'est ni même réinventer. Son job, par rapport aux règles internationales de l'UNESCO, etc., c'était de rebâtir Notre-Dame. Et donc c'est important véritablement d'avoir ça en tête, parce qu'en fait, il a tout changé, il a tout travesti. Donc il a pris le pouvoir avec les ouvriers à l'intérieur de Notre-Dame, ce qui est interdit, c'est-à-dire même les rois de France n'avaient pas le droit de faire des discours politiques dans la maison du Seigneur. Lui, il l'a fait. Et non seulement il l'a fait pour cette présentation qui était, je crois, le 26 ou 27 novembre. Je crois que c'était le 27 novembre, puisque c'était 9-11, un nombre très intéressant pour les gens qui s'intéressent au nombre. Et ensuite, il l'a refait pour l'inauguration officielle, puisque sous prétexte de tempête, les choses ont eu lieu dans Notre-Dame, alors qu'en fait, il aurait dû s'exprimer à l'extérieur de Notre-Dame. Et au moment de cette inauguration, il s'est passé une chose qui aurait dû choquer le monde entier et qui a très peu choqué, c'est que la cathédrale était pleine
alors qu'elle n'était pas censée être ouverte. Et la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame n'a été faite que pour les époux Macron et la maire de Paris, mais qui étaient pour ainsi dire invisibles à côté d'eux. C'est-à-dire que l'ouverture de Notre-Dame a été faite avec seulement 2 personnes qui étaient sur l'esplanade, et le cardinal a tapé sur la porte, non pas avec la crosse de son bâton, mais avec le pied de son bâton. Ce qui est déjà blasphématoire. C'est-à-dire qu'on tape toujours sur une porte avec la crosse, la partie qu'on tient à la main, et on utilise la crosse pour obtenir un meilleur bruit et pas se faire mal à la main. Mais on ne tape pas avec le pied du bâton, puisqu'il est sale. Hein. Donc on ne prend pas le pied pour taper. C'est très impoli de faire ça. C'est un peu comme si, pour pas taper avec sa main, on tapait avec son pied. Alors l'explication qui a été donnée, puisque j'ai posé, et on m'a dit, mais non, mais la crosse était trop fragile. Mais il ne faut pas faire une crosse fragile si on ne peut pas l'utiliser selon les règles de l'Église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'Église est censée être fermée, et pourtant elle est déjà pleine de tout le monde. Comment est-ce qu'une Église fermée qui va être ouverte peut-elle être pleine? Il faut m'expliquer. Et en fait, c'est parce que c'est une rénovation. Et justement, ils pensent que c'est une rénovation, donc les gens ils peuvent être inter, non? Non, parce qu'en fait, vous pouvez pas, on peut pas entre guillemets raisonner comme ça, puisque l'image que ça va créer, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que l'image, c'est qu'en fait, ils sont rentrés comme pour une cérémonie de mariage. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une église, pas comme quelqu'un qui était juste un invité à la réouverture, mais comme le Seigneur, comme le roi de cette réouverture. Et ce sont des images qui ont été vues par des milliards de personnes. C'est l'idée, c'est que c'était son sacre à lui. Et il l'a bien vécu comme ça. Et ensuite, tout son discours était uniquement orienté autour du sacre, de personnages essentiels de l'histoire, et il s'inscrivait dans la perspective de ces personnages. Il se mettait finalement comme un successeur, et lui-même était habillé avec beaucoup de dignité, alors que vous observerez, comme beaucoup de personnes ont pu le faire, que les cardinaux et les évêques, eux, étaient habillés comme des jokers. C'est-à-dire qu'ils avaient des tenues absolument ridicules. Certains voyaient comme le jeu de cartes Uno, d'autres voyaient comme si ils étaient le logo de Google ou autre. En fait, la liturgie pour ce genre d'événement est très claire. C'est-à-dire qu'il y a des codes couleurs à respecter. Et c'est des codes monocouleurs. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas habiller un cardinal comme un schtroumpf. On ne peut pas l'habiller comme un transsexuel. On ne peut pas faire toutes ces choses-là. Et là, pour la réouverture de Notre-Dame, eh bien, le cardinal a accepté d'être dans une tenue complètement loufoque. Et donc, ça rajoutait au côté que je considère blasphématoire. Ensuite, il y a eu quelque chose d'autre qui m'a véritablement choqué, entre guillemets, c'est que l'orgue fait des improvisations. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir ensuite un dialogue entre le cardinal, qui a parlé après Emmanuel Macron, mais à ce moment-là, ni l'autel ni rien n'a été, comment dire, béni, consacré. Donc c'est pas véritablement une messe, c'est un événement un peu hors du temps, hors de l'Église, mais l'orgue va être sollicité, entre guillemets, pour jouer. Et là, c'est une cacophonie
inimaginable. D'ailleurs, on voit la tête des gens. Macron est très heureux. Trump est complètement soufflé. Enfin, vraiment, on voit les visages. En fait, c'est un orgue magnifique qui a des harmonies incroyables. Et là, tout est désharmonieux, tout est violent, tout est. Mais c'est comme si cet organisme nous faisait passer un message que l'atmosphère, ce qui ressent dans cette cathédrale rénovée, n'est pas du tout harmonieux, n'est pas du tout apaisant et très négatif. Puisqu'en principe, en fait, la musique, c'est une improvisation dans laquelle il doit retranscrire les émotions qu'il vit dans le lieu. Et là, les émotions qu'il vit sont véritablement négatives, détestables, choquantes. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont vu ça partagent ce sentiment. Enfin, je pense que la plupart des gens devant leur télé ont été très surpris de cet épisode musical particulièrement étonnant, entre guillemets. Alors, ça me fait un peu rappeler, excuse-moi, ça me fait rappeler un peu le symbole. Rien que le mot symbole, c'est symbiose, c'est-à-dire qu'il y a une relation, c'est que il y a quelque chose qui est attaché, qui représente à Dieu. Toute chose dans la cathédrale est liée à Dieu. C'est une symbiose. Alors que, justement, le contraire du symbole, c'est le diable. C'est-à-dire, en fait, que tout est détaché de Dieu. Et on a l'impression, bon, comme vous me racontez tout ça, qu'en fait, il y a une déstructuration, il n'y a pas de symbole, justement, que tout est désymbolisé. Exactement. Non, mais peu de personnes ont été aussi choquées que moi. Moi, je venais de faire plusieurs centaines de kilomètres, donc pratiquement 2000 kilomètres sur les chemins de Compostelle, mais qui m'ont amené à Lourdes et qui m'ont amené à ouvrir les portes véritablement de dizaines d'églises, entrer dans des cathédrales, etc. Et ce sont des lieux véritablement dans lesquels on est invité au respect, on est invité au calme, on est invité à la dignité. Et voir l'image du cardinal Ulrich taper comme ça dans la porte avec le pied de son bâton de cardinal, déjà j'étais très choqué. Parce qu'en fait, il aurait dû taper comme ça. Petit 1. Petit 2, une cathédrale, c'est un lieu de recueillement. C'est un lieu dans lequel chacun peut se ressentir comme étant dans le cadre d'une certaine intimité. Pour prier, pour se retrouver connecté avec les énergies qu'il y a dans une église, avec toutes ces émotions, la musique, les sons, mais l'ombre, les bougies, etc. Et là, on avait un lieu qui était blafard, qui était avec un éclairage extrêmement fort, tout blanc, dans lequel le sol ressortait, dans lequel ce nouvel autel ressortait, dans lequel la chaire de l'évêque et les deux chairs à côté ressemblent plus à du mobilier qui sortirait de la maison de la famille Adams, d'une maison de vampires, pas du tout d'une maison de Dieu. Enfin, toutes ces formes, toutes ces choses m'ont particulièrement choqué. De la même manière que le nouveau support de la couronne, dans lequel le président Macron, lorsqu'il a visité les lieux, a bien insisté pour dire que le bleu qui avait été choisi était entre le bleu Klein, qui n'a rien à voir avec l'Église, et le bleu royal. Puisqu'en fait, il y avait quelqu'un de l'Église qui disait « Ah, mais on dirait que c'est le bleu royal ». Et il avait vraiment précisé, il avait dit « Non, 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 c'est un bleu entre le bleu Klein et le bleu royal ». Et je prends un peu de temps pour le dire, parce que entre ces deux bleus se trouve un bleu fameusement inquiétant, c'est le bleu 666, c'était 666 nanohertz.
Donc c'est une fréquence, hein, les couleurs ont des fréquences. Et 666, évidemment, c'est une fréquence qui n'est pas très sympathique à l'intérieur d'une église, puisque vous évoquez le diable, et il est là. Mais il est partout, en fait. C'est-à-dire, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails, mais la date était pas choisie au hasard. Le support, entre guillemets, dans lequel a été mise la couronne du Christ, avec ce bleu, est également une couronne avec le 396 pointes. C'est-à-dire quand on compte les pointes en fait sur le disque doré, en fait il y en a 396. Et 396, c'est un chiffre particulier parce que c'est 6 fois 66. Donc c'est 6, 6, 6. Et tout ça, c'est évidemment pas le hasard. Mais 396, c'est aussi un chiffre qui a énormément de particuliers en termes de nombre, puisqu'il est, il est divisible par 2, par 3, par 4, par 6, 9, 11, etc., etc. Évidemment 66. Et le fait d'avoir choisi 396 pics sur un disque doré pour encercler un cercle bleu, mais un bleu de fréquence 666 nanohertz, et pour la couronne d'épines, c'est véritablement comme si c'était l'entourer avec des énergies extrêmement diaboliques, en fait, comme si c'était une volonté d'en annuler le pouvoir. J'ai parlé tout à l'heure en introduction du coq. Le coq, en fait, a été retrouvé dans les décombres et il était en piteux état, mais intact. C'est-à-dire, il était comme un objet de bronze qui est tombé avec la flèche, mais évidemment, il n'a pas fondu. Eh bien, il a été remplacé par un nouveau coq. On ne sait pas ce qu'est devenu l'ancien coq, qui aurait dû être uniquement restauré et remis à sa place, puisqu'il était totalement réutilisable. Et le nouveau coq, en fait, ne ressemble plus du tout à un coq, il ressemble à un phénix. C'est-à-dire que si vous regardez les images du nouveau coq au sommet de la flèche de Notre-Dame, c'est un phénix. Est-ce que c'est un clin d'œil voulu? Mais le phénix est un animal fantastique qui n'a rien à voir avec la religion catholique, alors que le coq, c'est un des 3 d'animaux importants. Il y a l'agneau, le coq et le poisson dans la religion catholique, mais pas le phénix. Ça fait pas partie des codes. Et donc, remplacer ce coq par un phénix... Oui. Pour info, je tiens à préciser que dans le coq, initialement, maintenant je pense qu'il doit être également dans ce phénix, comme vous dites, il y a les reliques de Sainte-Geneviève. Oui, parce qu'en fait, Notre-Dame a été bâtie voilà, pour Sainte-Geneviève, et qui est un peu la patronne aussi des marins pêcheurs. Et c'est pour ça qu'en fait, Paris, c'est fluctuate nec mergitur. C'est-à-dire que c'est une ville qui peut subir beaucoup de choses, mais qui ne coule pas, en fait. Et donc, je ne sais pas. On sait maintenant qu'il devrait y avoir 5 ou 7 vitraux changés, mais sans aucune raison. Moi, je suis allé visiter Notre-Dame depuis qu'elle a été réouverte. Il y a... beaucoup de changements dans Notre-Dame, beaucoup de changements dans la décoration, beaucoup de changements dans l'énergie du lieu, beaucoup de... En fait, c'est... J'ai encore une petite question, parce que là, on arrive vraiment à la fin et je m'excuse, mais c'est très passionnant. À l'époque, il disait que lors des Jeux Olympiques, il y avait une cloche, et cette cloche, maintenant, elle serait dans la cathédrale. Alors, est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Alors c'est vrai, il faut savoir aussi que les cloches qui sont dans la cathédrale sont toutes des cloches qui ont été changées, y compris parce qu'elles ont toutes des prénoms, entre 2013 et 2015. Et c'était à l'initiative de Frédéric Mitterrand que les anciennes cloches avaient été enlevées.
il y a des gens qui, à ce moment-là, ont voulu les racheter, les rénover, et elles ont été changées par d'autres cloches. Et il se trouve que la personne qui a financé les cloches s'appelle Marc Ladré de la Charrière, qui a financé les nouvelles cloches. Et il est très lié à l'affaire Fillon, il est très lié également à Brigitte Macron. Il est celui qui a mis en contact Brigitte Macron avec Thomas Joly, qui a fait la cérémonie d'ouverture. Et on constate en ce moment que tout ce petit monde appartient à un cercle très restreint, au sein duquel il y a aussi Xavier Niel, Mimi Marchand. Là, on rentre vraiment dans ce qui vient de sortir avec Candace Owens aux États-Unis, des histoires de pédophilie derrière, et vraiment diabolique, on va dire vraiment quelque chose qui est vraiment très sérieux, et c'est très sérieux parce que voilà, je pense que c'est tellement, on va dire horrible que par moment on a besoin que ce soit très très horrible pour que ça passe mieux envers les gens. Oui, et là, en fait, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe en France actuellement. Exactement. Moi, je n'avais pas conscience de tout ça. J'ai regardé, comme beaucoup de gens, la dernière émission, ou l'avant-dernière, et j'étais extraordinairement choqué par des choses que j'ai entendues. J'étais très choqué de voir les liens entre la personne qui était une personne clé dans la chute de François Fillon, être aussi proche de Brigitte Macron. C'était une véritable surprise, je dois avouer. Mais proche au point d'être impliqué dans le choix de la personne qui a fait les cérémonies d'ouverture et de clôture qui ont tellement choqué à Paris et qui peuvent être appelés par énormément de noms. C'est quelqu'un qui a quand même osé dire que Jeanne d'Arc était la transgenre la plus connue de l'humanité. Enfin, vous imaginez, c'est une sainte, Jeanne d'Arc. Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît rien au catholicisme, qui ne connaît vraisemblablement rien à l'histoire de Jeanne d'Arc, se permet de dire ça? Tout ça, c'est blasphématoire, c'est choquant, ça fait partie d'un travail de destruction, de casser les repères, de casser les codes, et tous ces gens, finalement, appartiennent à un tout petit groupe. Et on découvre que le fils de ce monsieur a de multiples accusations de pédopornographie dont il a échappé à chaque fois, jusqu'à ce que sa femme, mère de 2 de ses enfants, le dénonce. Et tout ça, j'ai vérifié avant de m'exprimer là-dessus maintenant devant vous, mais je ne pensais pas que ce serait une chose que j'aurais l'occasion de dire aujourd'hui. Mais je vais quand même le dire. C'est sa femme qui l'a dénoncé. Et suite à ça, il a été condamné. Il avait des milliers d'images pédopornographiques, il regardait des choses comme ça, etc. Mais c'était un multirécidiviste. Alors, on va parler du fils du monsieur de la Charrière, qui a financé aussi les nouvelles cloches. Et vous savez que de la même manière que les lumières, que les couleurs ont des fréquences, et ça a un impact évidemment sur nous, puisque nous, si on croit Nikola Tesla, si on croit Einstein, etc., on n'est qu'énergie et fréquence. Après, chacun peut débattre beaucoup, et c'est pour ça que moi je crois en Dieu. C'est parce qu'en fait, l'humanité a quelque chose de plus, c'est qu'on a une âme, on a un mystère, on a quelque chose d'extraordinaire et qui ne peut s'expliquer, selon moi, que par Dieu. Et c'est pour ça que je sais que Dieu existe. Je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il existe. Et donc, le fils de cette personne qui a financé les nouvelles cloches, et je me demande si la fréquence de ces cloches n'a pas été modifiée. Vous savez, quand on visite des églises, ou quand on est dans un bateau, les cloches, elles ont un côté bienfaiteur. C'est-à-dire, quand on entend les cloches, on a même l'impression, d'une certaine manière, qu'elles nous soignent, qu'elles nous guérissent de quelque chose. En fait, c'est comme quand on écoute une symphonie de Beethoven ou de Mozart. En fait, il se passe quelque chose, il y a des émotions. Parfois, on a envie de pleurer, on a envie de rire, on a envie de danser. Ça crée quelque chose en nous. Et les cloches, en fait, les maîtres qui fabriquaient les cloches, ils essayaient d'obtenir des fréquences qui rentrent
en synchronicité en fait avec nous, avec notre humanité. Mais si vous changez les fréquences des cloches, vous pouvez avoir des cloches qui vont avoir un effet plus destructeur, un effet qui est moins intéressant, entre guillemets, par rapport à ce qu'est une cathédrale. Alors, Puisqu'on on a sait eu d'ailleurs que toutes les cathédrales, elles sont construites sur des puits d'énergie particulières. En fait, les cathédrales, elles répondent à beaucoup de choses. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, quand ils se sentent mal, quelle que soit leur religion, allez marcher dans une cathédrale, laissez-vous envahir parce que vous allez ressentir, mais également dans une église, dans une abbaye, où vous voulez, allumez un cierge, regardez cette bougie briller et priez, mais quelle que soit votre foi, et vous allez ressentir quelque chose qu'on ne ressent que dans des lieux qui sont très chargés. Moi j'étais en Turquie à Sainte-Sophie, on le ressent, mais dans certaines mosquées, on ressent également de belles émotions. Alors pour juste replacer dans le contexte, les cloches, donc il y a eu cette profanation sur la scène de la Seine, donc une espèce un rituel de la messe qui a été un simulacre, on va dire, une profanation avec des transvestis et tout ça, et il y a eu la cloche de cette cérémonie, en fait, bon, désolé, mais c'est celle qui est maintenant dans Notre-Dame également. C'est ça. Ouais. Bon. Oui, exact. Voilà, donc en tout cas, excusez-moi si je me suis un petit peu attardé avec certaines questions comme ça, mais voilà, en tout cas, c'est très très passionnant. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, monsieur Bartošler. Drage gledalke, dragi gledalci, na koncu te oddaje se iskreno zahvaljujemo Bertrandu Šolerju za jasnost in globino njegovega nastopa. Danes zvečer nas je povabil, da z njim delimo potovanje k pristnosti in iskanju resnice, ki ni motivirano z denarjem in ne išče slave. Kot se je tudi sam rad izrazil v Franciji. Česar se lotevam, ni motivirano z denarjem ali slavo. Je potovanje resnice, pot k pristnosti. Grožnje ali poskusi, da bi me utišali, so za manj. Vsak dan so moja pisma kot steklenice, vržene v morje, namenjene, da nasedejo na obali in prebujajo duše. Zato, če lahko me podprite, vendar ne pričakujete ničesar osebnega v zameno. Kajti to se ne bo zgodilo. Ne iščem niti moči, niti bogatstva. Rekel bom, kar imam zapovedati, pa če me to stane denarja, naj bo tako. Te besede odmevajo kot močan klic k intelektualni integriteti in iskreni zavezanosti resnici. Spominjajo nas, da je ob soočanju z močnimi simboli, kot je Notre-Dame, bistveno, da gremo onkraj zunanjega videza in se dotaknemo samega bistva naše dediščine in istovetnosti. Hvala vam, dragi gledalci, ker ste nas spremljali na tem raziskovanju, polnem razmišljanj in čustev. Skupaj nadaljujemo z vprašanjem, iskanjem in podpiranjem tega pristnega pristopa, ki nas danes združuje v skupni viziji resnice. Se vidimo kmalu na televiziji Exodus z novimi navdihujočimi oddajami. Bog z vami.